Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ça s'est débloqué un petit peu sur la route entre Pointe-à-Pitre et Jarry, mais l'opération escargot continue, vous le savez, depuis 2 jours maintenant, parce que les planteurs de canne ne sont toujours pas satisfaits. Ils n'ont pas encore eu satisfaction sur leurs revendications, ce qui fait que la Guadeloupe est un petit peu bloquée vers le Moule, un petit peu vers Bémao, et ça va peut-être continuer. Ils parlent même de durcir le mouvement, et précisément au moment où le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Darmanin, il est arrivé en Guadeloupe et il va être reçu cet après-midi par le président du Conseil général. Voilà pour ce qu'on pouvait dire en avant-propos. Je vous présente tout de suite nos invités de la journée. Pierre Plaisance, auteur de ces 2 gros livres que vous voyez là. L'habit mien, c'est un jeu de mots, des ouvrages sur la commune qu'il aime le plus, la commune des Abîmes, des ouvrages qu'il faut lire, c'est en 2 tomes, hein, le cheminement des Abîmes, et puis là, la partie la plus intéressante, enfin à mon point de vue, les repères historiques, on en parlera tout à l'heure avec lui. Nicole Véréplat, chargé du public scolaire dans l'instant Free à Pinsonnat, sera avec nous tout à l'heure. Stéphane Chouroud, comme tous les jeudis, tous les mercredis, chargé de développement et de communication à l'ASFO, lui aussi sera là. Il sera accompagné, je ne sais pas s'il sera accompagné, non, il sera tout seul aujourd'hui. Baptiste Bondi, batterie du groupe Delgrès, Pascal Danaé, d'origine guadeloupéenne, chanteur et guitare, et Rabji, sous basse souphone. Ils font un concert, le groupe Delgrès et Ninon Alago, on est très connus en Guadeloupe. Ils seront aussi nos invités et on devrait avoir, oui, je l'ai dit, Stéphane Choureau sera avec Gérard Fenn, c'est bien ce que je pensais. Bien, et puis l'actualité, l'actualité aujourd'hui, c'est le séminaire numérique pour tous qui a commencé depuis hier avec, on vous l'a dit depuis avant-hier, qu'il y avait un séminaire organisé à l'archipel, qui réunit un certain nombre de personnalités importantes dans ce domaine-là. On en parlera tout à l'heure avec le reportage de Maxime Morel. La convention de partenariat entre le CMA et ROL, ça y est, c'est signé. Vous verrez Monsieur Vainqueur tout à l'heure, il va en parler. Et puis, nous parlerons aussi de l'animation pédagogique sur l'inclusion par le sport des élèves TSA. C'est Charlie Dagonia qui est allé sur place, puisqu'il y a aussi le jour des métiers. Et puis, je vous le dis tout de suite, le focus du jour, ce sera de la musique, le ZCL Gold Nostalgie, un titre que vous avez aimé de musicien d'origine dominicaine, je n'en dis pas davantage, il sera aussi dans le ZCL. Voilà, merci d'être avec nous. Rapidement, le premier titre, on va tout de suite faire un petit tour du côté du numérique pour tous. Maxime Morel était hier à l'archipel. Le conseil départemental, en partenariat avec les services de la préfecture et l'association nautique Nord-Bastère, organise le premier séminaire en commun des espaces France Service et des conseillers numériques. Ce séminaire a vocation à renforcer les liens partenariaux entre ces différents conseillers numériques, ces différents médiateurs qui œuvrent au niveau des espaces France Service. Aujourd'hui, vous savez que le sujet de l'inclusion numérique est particulièrement prenant sur notre département. Nous avons accompagné toutes les démarches de dématérialisation qui sont mises en place, aussi bien dans les services de l'État que dans les collectivités à destination des citoyens. Et donc, il était important pour nous de rassembler ces conseillers numériques et ces espaces France Service de façon à mutualiser les démarches, à se rencontrer, à se connaître et surtout à évaluer les besoins qu'ont ces personnes qui exécutent ces missions de médiation numérique auprès de la population pour mieux les outiller et permettre demain que cette inclusion numérique soit un vrai levier d'insertion sociale et économique des publics. On voit qu'il y a un développement assez fort des France Service. Aujourd'hui en Guadeloupe, on est à 33 espaces France Service, c'est-à-dire que l'habilisation est totalement complet en termes de maillage territorial. Donc il y a vraiment un espace qui permet aux habitants de la Guadeloupe d'être à 20 à 30 minutes de chez eux, de ces espaces qui sont assez importants. Et puis en plus, on finance 51 conseillers numériques en Guadeloupe par les services de l'État. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement se rencontrer, discuter, échanger, requalifier les choses aussi. On a entendu qu'il y avait des besoins de formation des partenaires des France Service, que ce soit la direction des finances publiques, la Caisse générale de sécurité sociale, France Travail, etc. Donc c'est important de faire une photographie et un point d'étape.
Alors, je rappelle quand même que le NEC, comme on appelle le numérique en commun, continue aujourd'hui, particulièrement au Fort Fleur d'Épée, non, qu'est-ce que je raconte, au Fort Delgrès à Basse-Terre, et ça se prolongera jusqu'à demain. Donc, si vous êtes RSA, et même si vous n'êtes pas RSA, vous voulez savoir un peu plus sur le numérique, l'occasion est donnée pour vous d'aller à ces 2 journées où vous saurez le maximum d'informations, y compris sur les formations. Voilà pour l'actualité, on y reviendra tout à l'heure pour la suite. Maintenant, je vous l'ai dit, on reçoit M. Pierre Plaisance. M. Pierre Plaisance, c'est un abimien, et il a sorti 2 tomes sur sa commune, vraiment 2 gros livres. Et moi, la première question que je lui ai demandé, combien de temps vous avez pris pour M. Plaisance pour écrire ça? Disons 5 ans. 5 ans oui. De recherche? La recherche a duré pendant longtemps parce qu'en fait, je mettais de côté les informations au fur et à mesure que je les trouvais, sans avoir d'intention livresque. Oui. Au départ, parce que je me suis arrêté pour commencer, d'autant plus que j'ai tout tapé tout seul, à 2 doigts. Vous avez tout tapé tout seul? Oui, parfaitement. Ouais. Oui. À 2 doigts, donc ça m'a pris effectivement 5 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous avez voulu écrire cet ouvrage, enfin ces ouvrages, ces 2 tomes sur l'abîme? Alors c'est votre abîme et c'est votre habit aussi. C'est ça, c'est qu'en fait je suis abîmé toujours, plongé dans la vie associative, la vie éducative. J'ai été même président de club cycliste et compagnie. Et lorsque j'étais notamment au niveau scolaire, mes condisciples se moquaient un peu de nous sur les abîmes. Nous étions infériorisés, il y avait une dépréciation sur les abîmes. Donc l'idée m'est venue, et je ne suis pas le seul parmi ceux qui ont eu cette pensée, d'essayer d'arborer une certaine armure, une cuirasse, oui, pour faire en sorte de défendre notre commune des abîmes et de participer aussi à sa promotion. Alors, donc l'abîme, c'est le linge que je me suis mis pour défendre ma ville, etc. Alors, on disait souvent Zabim pas ni la mer. Oui. Un exemple. Oui, c'est pas ni la mer, ni rivière, pas ni rivière. Ni la mer, enfin. Alors, j'ai bien regardé et j'ai vu que vous avez mis une petite explication, mais elle n'est pas complète sur l'origine du mot, du nom abîme. Oui. En fait, ça a une origine un peu biblique. Lorsque les premiers prêtres, notamment le père du Tertre, sont allés visiter le coin, parce qu'en fait, les Français sont arrivés en Guadeloupe au niveau de Sainte-Rose, ils ont fait le tour. 1635. Voilà. Et c'est 23 ans après qu'ils ont lorgné sur la Grande Terre. Donc c'est d'abord la Guadeloupe proprement dite qui a été colonisée. Ensuite, ils ont lorgné sur la Grande Terre, ils sont partis pour visiter. Et là, ils sont tombés sur un secteur, celui qui était un peu collé au grand cul-de-sac marin, lié du côté de la rivière Salée, où c'était la mangrove, c'était les moustiques, c'était le noir intégral, c'était vraiment un pays à diable. Oui. Et donc, à partir de leur cosmogonie propre, ils ont trouvé tout bonnement que Abîme correspondait, puisqu'Abîme, c'était le chaos. Oui. Donc, Abîme correspondait parfaitement au nom à donner à ce secteur-là. C'est de là qu'est parti Abîme. Oui. J'ai fait des petites recherches aussi sur d'autres cosmogonies. Et en fait, elles sont toutes d'accord, le mot abîme correspond à ce qui se passait avant l'arrivée de l'homme sur la Terre. Oui, donc vraiment le chaos total. C'est abîme. C'était l'abîme. Bon, alors, ce que je remarque quand même, c'est que ces 2 ouvrages, ces 2 tomes, ce sont 2 tomes, sont à la fois, il y a tout. C'est politique, c'est social, c'est sportif, mais bien sûr, en lisant ça, vous n'allez pas vous faire que des amis, hein. Mais c'est la vérité. Si moi j'exprime ce que j'ai vécu, j'ajoute que j'ai été pratiquement le directeur de cabinet de Frédéric Jalton. Tout à fait. Pendant une bonne trentaine d'années, j'étais dans son ombre, il y avait une fusion entre lui et moi. J'ai vécu un certain nombre de choses. Oui. Donc j'exprime à mon âge ce que j'ai vu. Oui. Il faut pouvoir transmettre pour que les gens aient connaissance de leur histoire et puissent éclairer leur présent et faire des choix pour leur avenir. Oui. Content ou pas content, je ne cherche pas à plaire. Oui, je ne cherche pas à ni à déplaire. Hein? Ni à déplaire, vous dites la vérité. Enfin, ce que j'ai vécu. Ce que vous avez vécu. Oui. Et il y a un vrai travail. Je ne sais même pas si on peut faire mieux que ça. Oh oui, certainement. Vous avez laissé les choses quand même de côté? Oui, il y a des petites choses, il y a des anecdotes que je n'ai pas racontées, mais là aussi, un certain nombre de choses dont j'ai donné information. Oui. Mais je n'ai pas d'inquiétude particulière, que les gens pensent ou pas. D'ailleurs, aux abîmes, ça a été bien accueilli. Oui. D'abord par la présentation du livre, ensuite par le sujet. Bon, tout le monde n'est pas rentré dedans. Oui.
Mais je pense que tout le monde y trouvera certaines vérités. Il y a de quoi boire et manger, comme on dit. Oui, je crois. Parce que c'est un véritable travail. Alors, c'est un travail à la fois d'historien et presque de sociologue que vous faites là. Oui, alors j'ai voulu surtout raconter l'histoire plus sociologiquement à partir de ce que j'ai vécu moi. Oui. Alors c'est historien parce que j'ai cherché des dates, des faits qui sont réels, à partir desquels, à certains endroits, j'ai donné mon point de vue. Oui, j'ai vu par exemple... J'ai sorti des choses qui vont surprendre. Qui sont inédites, non, par exemple, sur M. Nabajot, par exemple. Oui. On s'est posé, enfin, quand il a disparu il y a quelques années, on s'est beaucoup posé de questions. Jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas de quoi il est mort. D'une crise cardiaque, comme on dit, puisqu'il a, ça fait l'objet d'une opération. Oui. Enfin, on ne pensait pas que c'était aussi avancé. Mais ouais, que dans sa famille, ses frères ont tous les deux sont morts de crise cardiaque. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui était familial chez les garçons. Oui. Et alors, par contre, c'est pas un reproche, mais c'est un constat. Oui. On parle peu d'Éric Jalton dans ce bouquin. Oui, parce que j'ai dit que c'était du XXe siècle. Oui. Éric Jalton, c'est le 21e. Donc c'est le prochain, c'est le 3e tome. Je ne sais pas, mais en fait, il y a matière à évoquer sa vie politique. Oui, tout à fait. Si je parle de lui maintenant bien, on dirait que je le soutiens. Oui. Je parle de lui en mal, on dirait que je le condamne. Donc le meilleur, c'est pour l'instant, de le laisser gérer et on aura un bilan. Un bilan, c'est toujours à la fin. Un bilan, parce que j'ai vu, vous avez réussi quand même à trouver la plupart des maires des abîmes. Oui. Il y a un gros travail. Vous avez travaillé aux archives, c'est ça? Partout. Archives départementales de Goubert, beaucoup. Oui. Archives de l'évêché. Oui. Certaines archives comme à Capester, Bello. Oui. Je ne parle pas des archives des abîmes, puisque j'y étais. J'étais dedans. Oui. J'ai pu y trouver. Oui. Je suis allé aussi à Aix-en-Provence, où il y a les archives de l'outre-mer. Oui. Il y a les archives de Paris, il y a le Conseil d'État à Paris. J'ai pu aller partout et fouiller et trouver certaines réponses. Alors, sur le plan religieux aussi, on apprend beaucoup de choses sur les abîmes. Oui, c'est une commune qui a une vocation religieuse et qui, pendant longtemps, a drainé, surtout autour du Vendredi Saint, a drainé les processions habituelles. Beaucoup. Même hors période sainte, il y avait toujours des pèlerinages qui étaient organisés au Calvaire. Même des gens venaient de Marie-Galante et de compagnie, partout. Oui. Alors, quand on voit ça, moi, je vous pose la question et ça va peut-être pas vous surprendre, mais quand même, les abîmes sont une véritable grande commune de la Guadeloupe. Hein. Je ne parle pas seulement de la superficie de la population qui est la première, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont faites là aux abîmes. Oui, le problème, c'est Abîmes, c'est le centre géographique. Oui, tout à fait. Et c'était un territoire qui foncièrement était disponible, accessible, où tout pouvait se résoudre, notamment en matière vivrier. Oui. Donc, en plus, la classe politique a toujours cherché à rester au centre de la Guadeloupe pour pouvoir prendre ses décisions. Par exemple, dans les années 1740, le gouverneur de Clieux a cherché à faire en sorte que sur ce territoire, il y a la capitale. Hein. Oui, justement, j'allais y venir avec vous. Pourquoi les abîmes n'ont pas été la capitale? Peut-être parce que la Grande-Terre a été colonisée après. Après la Basse-Terre. Il fallait mettre en place un système administratif. Oui. Donc, quand ils ont fait le tour, ils ont peut-être pris Basse-Terre. Mais je sais que le gouverneur a tout fait pour qu'on puisse instaurer la responsabilité, le chef-lieu aux abîmes. Parce que ça n'a pas marché. Oui. Et vous savez que même récemment, on a évoqué... Oui, il y a un préfet qui... C'est ça. Gustin, qui, à un moment donné, envisageait de transférer la capitale de la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier qu'en France, le département, c'était pour permettre à n'importe quel citoyen de se rendre en une journée de cheval au chef-lieu. Donc, quand on regarde la position de Basse-Terre, par rapport à Saint-François, elle était éloignée. Alors que si le centre administrativité aux abîmes, il y aurait eu beaucoup moins de temps. Vous êtes en train de dire que géographiquement, les abîmes auraient été mieux comme capitale que Basse-Terre? Ah non, c'est pas mon choix. Hein. Je dis simplement que je constate que sur le plan géographique, c'est situé au centre. Et à partir donc de cette philosophie-là, ça n'aurait surpris personne qu'Abîmes soit capitale. Mais c'est très bien comme ça, selon moi.
Ce n'est qu'un constat, il n'y a pas de prise de position. Non, non, j'ai bien compris. Alors, quand vous voyez un peu, parce que vous avez fait véritablement une tracée historique depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'Abimien, comment vous voyez, vous avez vu la progression de la commune aujourd'hui, enfin, je ne sais même pas si on doit parler de commune, maintenant c'est une ville, les Abîmes. Oui. Enfin, au départ, c'était un tout petit village. Oui, c'est ça que j'ai vu, tout petit village. Un lieu de passage obligé. C'est une petite paroisse, quoi. C'est tout. Un lieu de passage obligé vers le nord Ganter. Oui. Les transports en commun, les estafettes, comme on disait. Donc. Et petit à petit, ça a pris du poids. Oui. Et il faut dire aussi qu'il y a eu des mouvements sociaux. Il y a eu certains maires qui ont pris position pour faire en sorte que les Abimiens qui étaient considérés comme seconde zone, en fait, puissent trouver un positionnement horizontal avec le reste de la Guadeloupe. Oui. C'est ce travail-là qui a été fait. Et aussi le fait que après le cyclone 28, il y a eu la Guadeloupe qui a été arasée. Complètement. Marie-Galante a tout perdu. Oui. Donc même les Marie-Galantais, puisque le gouverneur Félix Sébré, en 1937, quand il est arrivé, il a cherché à reconstruire. Donc les travaux se faisaient à Pointe-à-Pitre. Oui. Donc tout le monde s'est retrouvé autour de Pointe-à-Pitre pour chercher à survivre. Voilà, à survivre. Et ils se sont installés dans tous les petits îlots, souvent insalubres qui existaient. Oui. Mais sans savoir qu'ils étaient sur le territoire des Abîmes. D'accord. Donc pour eux, ils étaient pointois, parce qu'en fait, ils baptisaient leurs enfants à l'église Saint-Jules, ils allaient aux offices à l'église, ils étaient pointois. Et le jour autour des années 60, on a fait le recensement, ils se sont retrouvés géographiquement, juridiquement aux Abîmes. Ce qui explique d'ailleurs l'expansion démographique terrible. Justement, j'allais vous poser la question parce que je vois que la population était de 6713 habitants. À l'époque, en Guadeloupe, il y avait 182 000 personnes, puis subitement, les Abîmes ont vraiment explosé. Tous les gens ont été recensés aux Abîmes. Ceux dont je viens de parler. Et donc à ce moment-là, Abîmes s'est retrouvé avec une population importante dont il fallait tenir compte, puisqu'existait déjà à l'époque les sénatoriales, existaient aussi les élections cantonales, etc. Et donc, en plus, Abîmes qui n'avait pas de représentants, parce que beaucoup d'élus, conseillers généraux, maires, n'étaient pas abimiens, ni domiciliés, je ne parle même pas de naissance. C'est des gens qui venaient gérer et qui repartaient. Et à partir des années 60, un certain nombre d'Abimiens ont commencé à s'installer avec une certaine dimension, parce que ça jouait beaucoup de la représentation politique, avocats, médecins, fonctionnaires, etc. Et alors, à ce moment-là, on a été obligé d'en tenir compte pour les élections. C'est ainsi que M. Gargare a tenu compte de la position des Abîmes pour faire de M. Combé Auguste Ier adjoint au maire des Abîmes, en 1968, son suppléant. C'est donc à cette année-là aussi que Frédéric Jalton s'est retrouvé candidat aux législatives, que Lacoma était suppléant d'Isaac. À ce moment-là, justement, sous Lacoma, j'ai vu qu'il a une drôle d'histoire, M. Lacoma. Oui, en fait, c'était un peu le favori d'Olimé. Et il a un peu été saboté, on peut dire ça comme ça. Oui, disons que saboté parce que M. Fleury Maurice, qui était maire à l'époque, dont Lacoma était premier adjoint, n'a pas voulu de lui. Oui, parce que Fleury avait été élu maire grâce à l'appui de Jalton. Oui. Donc Fleury, en tant qu'homme d'honneur, en tant que militaire, a voulu rendre envoyer l'ascenseur, comme on dit. Voilà. Et ça a posé problème. Alors, on apprend aussi que, parce qu'on l'oublie un petit peu, que la canne à sucre a joué un rôle important aussi. Oui, c'était tout le territoire. C'était de la canne à sucre. Partout. Là où se trouve le stade actuellement, là où se trouve la maison des jeunes. Et pourtant, l'usine se trouvait à Darboussier. L'usine se trouve à Darboussier. Et ça faisait un drôle de déséquilibre. Enfin, Darboussier était propriétaire de 4/5 du territoire cannier des Abîmes. Ah bon? L'usine d'Arboussier. Donc, lorsqu'on a introduit notamment le chemin de fer, c'était pour transporter les cannes à Darboussier. Et la population abimienne travaillait aussi à Darboussier. Jusque-là, mentalement, Abîmes, c'était le grenier de Pointe-à-Pitre, le grenier de Darboussier. Ce qui explique qu'on n'a pas construit d'usine sur les Abîmes, mais surtout du côté de Darboussier. La proximité aussi de la mer permettait
questions relatives au déplacement. Alors, j'ai cru comprendre quand même, vous en parlez un petit peu, qu'il y a eu presque une petite polémique sur un morceau de Pointe-à-Pitre qui appartient aux Abîmes ou un morceau des Abîmes qui appartient à Pointe-à-Pitre. Non, en fait, Pointe-à-Pitre n'existait pas. Voilà, c'est ça. Lorsque les Français ont créé les territoires, ils ont créé le quartier. C'était d'abord le quartier qu'on a créé. Avant toute chose, le territoire, c'était le quartier. Donc il y avait le quartier des Abîmes Grands-Fonds, qui comprenait ce que nous appelons aujourd'hui Pointe-à-Pitre. Et lorsque on a créé un canal pour permettre de pousser les récoltes vers la mer, puisque le port est important dans tout le territoire, ça a coupé le territoire des Abîmes en deux. Une partie tournée vers le nord, qui était tout ce qui était vivrier, territorial, une partie tournée vers le sud, qui était justement le port. La Pointe-à-Pitre. Voilà, le port s'est développé terriblement au point que le dynamisme qu'il déclenchait était tellement important qu'on a décidé puisqu'on avait installé une petite administration de ce côté, de faire de cette partie-là une nouvelle commune. On a donc détaché une partie. Donc c'est un morceau des Abîmes qui devient... C'est un morceau des Abîmes. Oui. C'est ainsi que Pointe-à-Pitre est né. Et ce qui a fait polémique, parce que finalement, au bout de quelques temps, Pointe-à-Pitre se développait tellement qu'ils avaient besoin de plus d'espace. Voilà. Mais alors, le vrai Pointe-à-Pitre, qu'on parle par exemple du côté de Fouillol, etc., tout ça c'était encore des Abîmes? Tout ça c'était des Abîmes au départ. Alors la Darse, par exemple. Même la Darse? Mais la Darse faisait partie des Abîmes. Il n'existait pas de Pointe-à-Pitre. Il faut visualiser cet aspect-là. Donc finalement, Pointe-à-Pitre a pris... D'ailleurs, on appelait ce secteur-là le morne renfermé. Parce que lorsqu'il pleuvait, l'eau stagnait de ce côté-là. D'ailleurs, la Guadeloupe, la Grande-Terre, c'est un pays de morne quand on regarde partout. Alors, un dernier petit mot quand même. Vous parlez de processus d'abéminisation, une quête identitaire. C'est quoi l'abéminisation? C'est l'appropriation de la réalité démographique, territoriale, au profit des Abîmes. Jusqu'ici, Abîmes, c'était une suggestion de Pointe-à-Pitre, une dépendance de Pointe-à-Pitre, jusqu'au jour où les gens ont lutté pour faire des Abîmes une ville des Abîmes. Je prends le cas de Belle-Plaine qui est important. Tout à fait. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'usine, avant, la mangrove, c'est un territoire qui est en dessous du niveau de la mer. Donc, quand on y va pour les madères, les crabes, on patauge. L'usine ne voulait pas en entendre parler parce que ça lui posait des problèmes de gestion. Le jour de Multipression, notamment aperçu du canal Belle-Plaine, à ce moment-là, des terres se sont trouvées asséchées. Et l'usine a dit, comme les terres sont asséchées, elles sont dorénavant les nôtres. Mais il y avait des gens qui, depuis plusieurs décennies, vivaient. C'est là où ça a déclenché le problème. La grosse bagarre entre l'usine et les gens des Abîmes. Et c'était cette lutte-là pour enlever de l'occupant. L'usine était considérée comme un occupant. Enlever de l'occupant la prétention à la propriété pour la donner à des Abîmiens. C'est ce que j'appelle la bimianisation. Alors, c'est un dernier mot. Frédéric Jalton a été un maire, député, etc., des Abîmes, très important. Mais j'ai l'impression que M. Olimé aussi a beaucoup pesé dans la vie politique abîmienne. Oui, terriblement, parce que Olimé, c'était le successeur de Blancourt. Blancourt qui était un avocat qui avait d'abord soutenu les syndicalistes. Tout à fait. Blancourt est parti, il a eu des menaces de mort. Il est parti en France. Voilà, il était à la cour d'appel, il a eu des menaces de mort, il est parti. Il a quitté. Il a quitté sans démissionner. Sans démissionner. Donc, et Olimé s'est retrouvé. Olimé, qui était premier adjoint, s'est retrouvé faisant fonction. Puis, mais il a lutté beaucoup au Conseil général pour la défense de Belle-Plaine. C'est d'ailleurs, quand on regarde les armoiries de la ville, il y a une partie de Belle-Plaine qui est concernée. En tout cas, bravo quand même pour ce travail. C'est un véritable travail important et ça va laisser une belle trace de toute manière. Parce que, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de photos. Vous avez eu du mal à trouver des images? Oui, j'ai rencontré plus de 200 personnes à qui je suppliais de me donner une photo. Il y a des photos que je n'ai pas trouvées. J'ai cherché de partout. Et puis... Parce qu'il y a une photo que je n'avais jamais vue, c'est la photo de Paul Valentino
Oui. et de Frédéric Jalton. Oui, vous avez lu l'histoire sur Paul Valentino. Tout à fait. C'est du racisme. Hein? Oui, oui, absolument. Monsieur Catala, avec M. Catala, maire de Créteil. En tout cas, c'est un ouvrage que je peux conseiller d'abord aux Abimiens, bien sûr, mais à tout Guadeloupéen. Oui. Parce que vraiment, c'est un travail historique important que vous avez fait et qui mérite vraiment, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, aux Guadeloupéens qui n'ont pas encore lu. Si ils n'ont pas lu, eh bien, vous pouvez le trouver, je ne sais pas, il coûte 29 €. Vous avez fait des signatures déjà? J'ai commencé. Vous commencez? On va trouver à la FNAC, on va trouver à la Maison de la Presse. Oui. Je vais continuer. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi beaucoup. Et bravo pour ce travail. Si dans chaque commune, il y avait un plaisance dans chaque commune pour faire un travail aussi important. Le communal dans chaque commune devrait pouvoir s'en inspirer. Merci d'être venu. Voilà, il est 12h57. On prend la première pause, on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Nous sommes de nouveau avec vous, il est déjà 13h02. Je vous l'ai dit, les routes commencent à être débloquées puisque nos invités sont arrivés, mais le problème n'est toujours pas résolu puisque les agriculteurs, les canniers, ils ne sont pas contents et le manifestent vers le moule. Pour l'instant, ça va plutôt très lentement. On en a parlé. On a parlé tout à l'heure du séminaire numérique pour tous. On va revenir sur la convention de partenariat entre la Chambre des métiers et ROL. Maxime Morel était hier sur place. On regarde son reportage. C'est un plaisir et puis c'est une grande satisfaction de savoir qu'aujourd'hui nous avons signé ce partenariat avec le groupe ROL. C'est la première fois que la Chambre des métiers se fait équiper en plateau technique par un équipementier, notamment ROL. Donc je suis très heureux et puis c'est un partenariat. Nous sommes partis pour 5 ans qui sera évolutif tout au long de l'année. C'est très important pour nous d'accompagner la jeunesse dans la formation des bonnes pratiques à l'installation dans la climatisation et surtout sur des équipements de dernier cri. Donc on voulait être à l'initiative de ce partenariat. Nous sommes en train de rénover complètement notre plateau technique et on aura du matériel neuf qu'on pourra installer, que nos jeunes pourront, pour la rentrée de septembre, pourront utiliser sans aucun problème. Cet accompagnement va se faire en plusieurs parties. On va fournir du matériel qui va être installé pour l'année prochaine dans le CFA de Guadeloupe. Et ensuite, on va faire vivre ce partenariat tous les ans en les accompagnant, en faisant des sorties pédagogiques aussi au sein de notre propre centre de formation et notre propre atelier, et puis continuer à les accompagner sur l'installation de nouveaux matériels quand le besoin s'en fera sentir. ROL, c'est le numéro 1 français, donc c'est d'avoir un matériel de qualité, un matériel qu'on trouve au quotidien, pouvoir travailler, s'exercer, et comme ça, ils pourront rendre à leurs clients de meilleurs services. Ça permettra à ROL aussi d'être gagnant sur ce plan-là, puisque ça sera moins de SAV, moins de retour, parce que vous savez, quand les pratiques d'installation sont faites dans de bonnes conditions, il est tout à fait normal et logique derrière, on a une installation qui fonctionne bien. Voilà, un partenariat de plus pour la CMA et surtout pour permettre à des jeunes de s'initier à le traitement des climatiseurs d'un pays où il fait très chaud. Alors, je vous dis, on va recevoir dans un instant M. Stéphane Choureau. Bonjour. Bonjour. Il est accompagné de M. Gérard Fen, qui est responsable de développement à l'ASFO. On va voir un petit peu les nouvelles formations. Mais avant, des petits mots comme chaque quinzaine avec Nouvelle Voix, l'instant Fouillapin. On a dit qu'il y a le nouveau, puisque le fruit à pain dans sa nouvelle dimension. Oui. Eh bien, bonjour tout le monde, merci de recevoir nous. Oui, je dis là, nous décidons d'aller un peu loin. Parce que ça fait quelques temps, grâce à ZCL Canal 10, nous avons parlé de fruits à pain, nécessité de manger. Mais je dis là, nous avons essayé de voir qui nous avons transformé les relations, rapport, nous ni avec fruits à pain, qui nous avons mis place à dans la vie, vient nous tous les jours. Oui. Donc, en qui commence à passer, si nous voyez des petites images là. Oui, des images que vous voyez. Oui, donc sur les premiers là, c'est par rapport à pied fruits à pain. Parce que nous avons l'eau. L'eau, nous avons dit, ah oui, fruits à pain, là, vous mettez à bord, planter à l'entour de la case là. Racine il a fait qui c'est là, il a jeté feuilles, il faut y apprendre à venir qui route, etc. Donc si technicien là peut trouver un diapo là union pied fouille à peine aller, si peut monter à pas ça là, peut-être premier là si ni. Voilà. Oui, mis ça là. Oui. Alors, mis on exemple là nous a dit que ou non pied fouille à peine dans trois casao, il peut participer même à dans décor à jardin. Et là, nous avons regardé bien de près, nous avons son petit fouille à peine qu'il y a entretien,
qu'ils ont taillé. Il n'est pas très haut, ça, là. Il n'est pas très haut. Il n'est pas très haut parce qu'ils ont taillé, ils ont empêché de monter. Ni moyen d'empêcher de monter. Eh bien oui, on a coupé, on a taillé convenablement. Et c'est ça que nous avons fait au niveau de l'association là. Nous avons lancé une opération pour demander aux gens de contrôler le développement pied fouillé à peine. Ils contrôlent pied voilà. Parce que là où fouillé à peine la montée, il dit par exemple 10, 15 mètres, 20 mètres de hauteur. C'est là que non seulement on ne peut pas prendre, mais là où prend un haut là, il tombe, il n'est pas bon encore parce qu'il est blessé. Alors que là, si nous regardons bien, même si on a 2 ans, 3 ans, il peut aller choisir un fouillé à peine. Pour vous-même, on vit nous côté où. À n'importe quel moment, on peut faire un cadeau à fouillé à peine parce qu'il n'y a pas autant de mains comme ça. Donc, son premier manière nous a dit que puisque nous comprenons tout ça nous peut faire et puis tout ça nous a dit dans à présent on change de manière nous à comporter on mettait à dans vie à tous les jours. Alors il faut dire aussi Nicole, c'est que ces pieds fruits à peine ils pousser comme ça à pas monter qu'à planter pieds fruits à peine on pas de guerre qu'à planter pieds fruits à peine. Non pas de cas on pas de cas planter fruits à peine pardon fruits à peine qu'à pousser et lui même là parce que sinon par le cas dit racine là quand il bocase là il qui pété béton là enfin ça reste à vérifier mais sinon moyen aussi très pratique c'est que on va racine là on va couper par aussi là il qui bocase là et ça arrête là qu'à on l'autre de argent qu'à on l'autre pieds fruits à peine. D'accord. Donc faut nous habituer et c'est bien là ça. Donc ça soulève ça son aspect. Un deuxième aspect c'est dans ça gens moun ka manger fouille à peine. Là dit ça. Mais nous tenons aussi une des photos nous mener là qui a montré que non seulement au niveau à plat l'argent au café mais qui gens on peut décorer tabac là avoir une manifestation il y a qui a parti ou des éléments là nous ni on décore ça là c'est fouille à peine il y a qui fouille à peine qui là en salade donc vrai feuille à fouille à peine c'est une feuille à fouille à peine pour décor là et premier là sont à pas fouille à peine sont on pas sec qui capable participer à dedans mais fouille à peine là on décorer on sculpter même bitin et à dans manifestation à dans soirée à dans restaurant tin des artistes qui jacques travailler fouille à peine là et là nous voir on d'autres dimensions aussi fouille à peine fa aussi. Mais oui. Ça. Alors, quoi dit ça? Vous savez qu'il est là? Oui, alors justement. Alors, justement, disant, mais puis elle là derrière. Alors, ça là, c'est là où on fouille à peine qui j'ai bien mis. Il y a ôté bonnet là dit dans et il y a foué force là, il y a mettre ça au four, pas besoin faire rien d'autre avec force. Et là au point, mais on n'irait pas préparer là. C'est fan bon de ça là. En photo voyez. En j'avais eu café grillé. Oui. Et bien gardez bien aussi derrière où que vont d'autres gens là où on monter pire encore au niveau gastronomique. Avec fouille à pain. Oui. Alors là, il faut qu'on aille au bon. Parce que là, nous changeons de vitesse, nous changeons de niveau. Alors, quand il est là, là, qui est là? Il y a son sauce à fouille à pain? Non, après sauce à fouille à pain, sincèrement, on ne peut pas dire non. Mais sans savent, si vous voulez trouver ça, à Yabemaro, à Kamise Colliné, qui sont spécialistes à fouille à pain et café pain. Oui, ils sont spécialistes. Et là, vous pouvez fouille à pain là au top niveau. Donc, si vous voulez encore montrer tout ça, ça veut dire que toute parole nous a dit, c'est bien là ça concrétiser qui place fouille après la campagne est là et dernier niveau là c'est au niveau à septième là parce que nous avons travaillé au niveau à l'école là dernier premier diapo là été passé la première photo là si technicien l'a voyé oui mais c'est ça là fouille après un petit monde oui non seulement fouille après un petit monde mais si nous regardons bien en détail nous avons une nécessité à mettre fouille à peine anti-moune. Ça, on va voir un roule à peine, fouille à peine tout seul. Ça, c'est un mascotte, son peluche. Alors, nous avons dit qu'il faut que Timoun, il faut nous créer des éléments pour lui porter fouille à peine la veille tout le temps. Donc, et nous avons dans l'école fait animation, nous avons dit ça. Bien sûr. Mais nous avons senti que de plus en plus, ces Timoun-là, il faut comprendre, le mot est déjà sorti, mais il faut comprendre qu'il faut rentrer dans ça. Donc, nous commandons des produits, ça c'est, on affiche, nous avons, là avec les municipalités, nous présenter, il y a pas un petit monde à l'école, mais ça qui est important là, c'est peluche là, ça que nous avons créé Tifoubap. Tifoubap? Oui, Tifoubap. Et comme nous avons fait un partenariat, nous avons profité certainement des municipalités qui ont coûté. Nous avons dit, nous avons ni peluche là ça avant, et nous avons proposé de mettre ça justement à la Noël Gavin, nous savons les municipalités qui ont proposé les écoles maternelles des jouets, et bien mettre ça à la disposition.
à ces timons-là. Donc, nous avons contacté les municipalités, nous avons dit que nous avons payé cher, mais c'est une manière de contribuer. Et nous aussi, avec ces timons-là, nous avons fait d'autres butins, nous commençons à penser à créer des petits personnages. Vous regardez-moi là, vous savez ça veut dire. Oui, ça qui la bande dessinée. Son moyen, bande dessinée. Nous avons travaillé ici ça. Et prochainement, nous allons sortir des petits personnages à partir des fruits à pain, mais qui pour permettre de participer en disant à l'école là à l'éducation, à l'alimentation. Alors en français, c'est l'écosystème du fruit à pain. Entre autres, oui. Et avec tout ça, nous allons prévoir une grande manifestation. On a déjà parlé de l'opération Planter l'avenir, mais nous avons certainement l'occasion de venir ici ça. Là, avec un grand artiste guadeloupéen qui n'a pas dit à présent, on va mettre de l'eau en bouche à mon toujours. Dans l'école là, dans cette école là, nous avons préparé, ça nous a créé l'hymne de Tifoubab. C'est un chantier nous avons fait. Et pour nous recevoir Tifoubab avec l'école là. C'est une belle manifestation nous avons préparé d'organiser. Qui temps ça qui est fait? Ça qui est fait le 13 juin. D'accord. C'était. Lamentin? Non, à Sainte-Rose. À Sainte-Rose? Oui. Donc, nous ne pouvons ni l'autorisation officielle, mais nous en démarche avec la municipalité pour nous un terrain de football qui a trouvé à Belle-Rivière. Là. Et là, nous avons semblé les écoles à Lamentin qui déjà travaillé si projet Planter l'avenir dans mon école. Nous avons semblé et là, dans la journée là, ça, nous avons planté fruits à pain. Nous avons planté en porte, mais nous avons aussi un intervenant, M. Glandor Jean-Claude. Monsieur Abon, nous avons présenté encore. Et dans la journée là, ça nous donne les deux aspects. Aspect moderne, planté en porte, mais aussi aspect traditionnel et aspect culturel, parce que l'île dit nous qui gens on peut planter un pied bois qui sont pieds fruits d'autres et d'après posture d'après Jean Mounay qui a planté là d'après Jean Catien Goraï ça peut agir si développement puis voilà. J'attends ça. Et on a pensé ça très bon aussi pour l'école parce que Tini a dans contenu à l'école pendant des compétences il va créer bon mettre en place les pratiques traditionnelles et tout ça. Donc c'est qu'on l'occasion de travailler avec ces élèves là avec ces collègues là pour mettre manifestation là en place. Donc c'est pour ça nous a dit que bon nous bien parler si ça tout ça il a contenu à fouiller à peine dans là mais quand là nous va mettre l'accent c'est qui j'en vous ou qu'à situer au Parabotaï, qui ont comme place à dans la vie de tous les jours, nous qui a casa, nous qui a un jardin, là qui a un restaurant, etc. Pour que Fruits à pain la vie un élément de développement. Bon, le président a parlé l'autre jour de ça nous pour faire dans le cadre fête du fruit à pain, nous avons l'occasion de parler. Donc, mais pour le moment, nous allons rester sur ça et nous revenons pour plus particulièrement dans les écoles. Ça, on peut dire pour finir, c'est que Nouvelle Voie va Fruits à pain en bel ballon. Et justement, c'est pour ça que nous avons commencé. Et ça nous contente, c'est qu'on l'a d'autres monde parce qu'on l'a habité à monter, enfin, à d'un des trois habitants à monter là, à part nous qui fait ça. C'est d'autres monde qui c'est de côté nous aller, nous t'ai invité, moi particulièrement, et en trouver mon âge ensemble. Mais pour moi, c'est ça qui est important. Parce que si vous avez fait promotion, là, on va parler de vous-même, mais là, on va déplacer. Par exemple, si nous avons monté à un anniversaire, on va vous dire bonjour pour ces gens dans sa lance béotron. Dans anniversaire là, on pouvait tout décor là nous monter là, il fait de façon un peu spontanée, mais soulever ça à rentrer. Et ces travail là, ça accompagné ça. Et avec les agrotransformateurs, nous avons prévoir aussi justement que organiser les gens qui veulent créer entreprise ailleurs, etc. Le moment arrivé pour nous organiser, il y a dit ça pour aller chercher fruits à pain, mais travail là, il a fait. Et nous avons lancé un appel pour ces gens-là, mais aussi pour les gens qui ont fait l'école, qui veulent, parce que sinon on demande. Mais au niveau association, nous avons besoin de renforcer pour nous pour préparer ces biens-là. Donc, si nous place à Nouvelle Voie ou à l'entour à Nouvelle Voie, pour les gens qui sont intéressés de créer des documents, monter des projets, pour que nous répondions à la demande qui y a dans ces écoles-là. Nous disons bien merci et puis dans notre soleil. Ok, merci. Et continuer de travailler là si Fruits à pain. Et nous allons changer de registre parce que nous allons parler de l'ASFO. Bonjour monsieur Chourou et bonjour monsieur Pen. Est-ce qu'il y aura un BTS Fruits à pain? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Parce qu'il y a déjà un travail qui est fait sur le Rhum. Oui, il y a un travail qui est fait sur le Rhum. Et puis c'est une belle initiative, celle qu'opère le monsieur, puisque ça permet justement de se réapproprier un produit du terroir qu'est le fruit
tapin. Et lui donner sûrement tout un développement. Voilà. Alors, M. Fenn, merci d'être là. Vous êtes responsable du développement et il y a des nouvelles formations qui vont débarquer à l'ASFO. Tout à fait. Je suis, comme vous le dites, responsable de formation au sein de chargé du développement au sein de l'ASFO. Et on a plusieurs formations qui vont sortir cette année. Oui. Mais avant tout, il est important de noter qu'il s'agit pour nous de mettre en place des formations qui sont en adéquation avec les attentes du marché. C'est ça. C'est-à-dire on ne se réveille pas comme ça en se disant qu'on va mettre en place des formations. La démarche première... Une adéquation, vous voulez dire. Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, avant d'arriver au moment où nous sommes en disant qu'on lance quelque chose, on écoute les appels du marché, on analyse, on prend les tendances et on propose des formations qui sont en adéquation. En adéquation déjà pour le jeune qui va préparer son BTS en alternance et aussi pour l'entreprise. Pour le marché, oui. Tout à fait, parce que l'entreprise... le système de l'alternance via l'apprentissage est fort intéressant pour l'entreprise. Ça peut être une période d'essai d'une année, voire 2 années si c'est un BTS. Et là, ça permet à l'entreprise de voir avec qui il a affaire, de cheminer. Le jeune, il faut aussi être logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer des jeunes sur le marché en leur disant nous faisons une formation et ne pas être sûr que cette formation soit en adéquation avec la réalité du terrain. Tout à fait, parce que eux, dans un premier temps, ils doivent décrocher un contrat de professionnalisation. Tout à fait. Donc s'il n'y a pas de besoin sur le terrain, ils vont chercher des contrats de pro, ils seront dégoûtés, ils ne vont pas atteindre l'objectif qui est de signer un contrat de pro. Tandis que si on respecte tout le cycle, c'est de répondre à un besoin, qui est le besoin du marché, en proposant à un jeune qui cherche de l'alternance. Et à la fin des fins, tout le monde trouve son compte. L'entreprise répond à un besoin de l'environnement et que pour pouvoir continuer son cheminement, le jeune, lui, gagne en expérience professionnelle. Exactement. Et en plus de gagner en expérience professionnelle, les deux sont gagnants à la fin des fins. Okay. Il peut être embauché, le jeune. S'il le souhaite, il peut aussi continuer ses études. Mais c'est une façon aussi pour l'entreprise, déjà pour le jeune d'être inséré, et par la suite pour l'entreprise de trouver une main-d'œuvre qui est déjà formée à l'image et à l'atteinte de ses objectifs en tant qu'entité. Alors, donc vous avez créé le BTS technico-commercial. Qu'est-ce que c'est exactement ? On a créé, plus ou moins, on lance cette année le BTS technico-commercial. Le BTS technico-commercial, c'est l'ancienne appellation. Au jour d'aujourd'hui, on parle plus de BTS conseil et commercialisation de solutions techniques. À l'instant, on vient de voir le reportage où il y avait des jeunes qui allaient intégrer une entité qui vend des clims et qui répare des clims, etc. Tout ce qui est technico, c'est le commerce, mais additionné à ce volet technique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de vendre, il s'agit de vendre en ayant les bases via cette formation des connaissances purement généraux. Tout ce qui est droit, tout ce qui est économie, ça ne change pas. Mais là, le volet important dans l'ancien technico-commercial, il y a un volet qui est en plus qui est le volet technique. Donc, aller vendre une clim, c'est pas forcément la même chose que vendre des petits pois. Aller vendre peut-être des machines agricoles, ça exige une connaissance technique. Aller vendre de la domotique, de la peinture ou des domaines où on doit associer les deux compétences, commerce et technique. Ces jeunes ont cette double compétence qui est effrayant au niveau des chefs d'entreprise qui sont dans ce domaine-là. Ils préfèrent des jeunes qui ont cette double compétence technique et puis surtout cette technicité, comme dit monsieur Fenn, cette technicité leur permet vraiment d'apporter un conseil vraiment pointu au niveau de la clientèle. Et sur des produits un peu plus techniques comme la peinture ou les appareils agricoles, comme il a dit, c'est nécessaire vraiment que le jeune puisse s'approprier le produit, connaître vraiment le produit, maîtriser la fiche technique et l'argumentaire de vente qui va avec. C'est la raison pour laquelle on a choisi de proposer cette formation, donc le BTS technico-commercial qui maintenant est devenu le BTS CCST, donc conseil et commercialisation de solutions techniques. D'accord. Alors il y a aussi dans les métiers du marketing opérationnel, le MMO.
Oui, on a aussi le MMO, mais avant tout, je vais continuer dans cette direction en disant ce BTS est à destination de jeunes qui ont un bac à consonance technique. Tout à fait. Aussi bien des bacs ST2I, ST2I, 2D, bac pro commerce. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'inscrivent dans des métiers purement techniques tels que le génie civil ou le monde du bâtiment. En intégrant ce genre de formation, ils sont doublement meilleurs que quelqu'un qui va arriver et qui a simplement la compétence commerciale. Donc eux, c'est une double compétence en fait. C'est surtout cette double compétence qui est technique et qui fait qu'ils arrivent à se démarquer et à vendre et à conseiller plus facilement pour la vente et la commercialisation de ce genre de produits. Et ce sont des jeunes après qui peuvent être technico-commerciaux, qui peuvent être chefs de vente, donc aussi des négociateurs ou des responsables commerciaux. En gros, ce sont les missions qu'ils mènent généralement. Alors pour le MMO, le marketing opérationnel. Mais c'est une continuité. Oui. C'est une continuité. Le MMO, c'est précisément une licence professionnelle métier du marketing opérationnel. C'est une formation licence, c'est un bac plus 3 qu'on développe en partenariat avec l'IAE de La Réunion. Donc c'est vraiment... le métier premier, c'est de permettre à un jeune de se professionnaliser dans le métier du marketing. Et d'être un collaborateur performant dans tout ce qui est vente, booster les ventes, booster la commercialisation des produits. Et c'est vraiment un allié, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... On ne peut pas produire et ne pas vendre, quoi. Donc, c'est vraiment un collaborateur. Puis c'est la continuité du BTS technico-commercial et puis ça permet vraiment aux jeunes d'acquérir des compétences encore plus abouties au niveau du commerce et de la vente. Donc, vraiment que le jeune puisse développer ces compétences-là et que l'entreprise puisse avoir un profil encore plus pointu sur cette maîtrise. Alors, une compétence qui est nécessaire en Guadeloupe, beaucoup, c'est les ressources humaines. Oui. Parce que beaucoup d'entreprises souffrent du manque de ressources humaines et quelquefois les conflits naissent à l'intérieur justement parce qu'on n'arrive pas à gérer cet aspect. Alors je vois que vous avez fait un MBA en ressources humaines. Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots? Le MBA ressources humaines, c'est une continuité comme vous dites. C'est-à-dire que chez nous, au niveau de l'ASSO, on a déjà une licence et à la demande des entreprises qui nous font confiance, on a ce besoin de monter en compétences. On a besoin d'un palier supplémentaire et c'est l'objectif du MBA RH qu'on met en partenariat dès la rentrée prochaine avec la grande école qui n'est plus à représenter, qui est l'ISG Paris. Oui. Donc l'ISG sera le partenaire sous ce diplôme-là. L'avantage de cette alternance sur ce diplôme-là, ce sera une journée par semaine. Une journée par semaine. Une journée par semaine, donc ce sera beaucoup de disponibilité pour le jeune au sein de son entreprise. Et le niveau, c'est vraiment un niveau Master 2, c'est un diplôme reconnu au RNCP niveau 7. Donc, comme vous dites, cette personne sera amenée à accompagner les entreprises dans tout ce qui est conflits sociaux. Et puis cette cadence d'un jour par semaine permet d'avoir un jeune qui est davantage présent en entreprise. Donc ça permet à la fois aux jeunes de développer son expertise terrain et aussi à l'entreprise de pouvoir bénéficier davantage de la présence de ce jeune au sein de sa structure. Alors ce MBA, il se fait sur combien de temps? C'est 2 années. C'est-à-dire il y a la première année et la deuxième année, mais c'est à la fin des fins un diplôme de niveau 7, c'est un niveau bac plus 5. Il faut entrer dans bac plus 4 à peu près. C'est-à-dire on rentre avec un bac plus 3 la première année et on fait la deuxième année qui délivre ce diplôme. C'est-à-dire que les étudiants peuvent prétendre à ce type de formation d'une licence RH. D'accord. Alors, la dernière formation, c'est le DCG, le diplôme de comptabilité et gestion aussi, nécessaire dans l'entreprise aussi. Incontournable dans l'entreprise, c'est-à-dire que le comptable, lui, il est là pour conseiller, pour donner la température au niveau de la santé de l'entreprise à l'instant T.
ça, c'est une réalité. Maintenant, quand vous regardez chaque jour sur les réseaux sociaux ou sur les sites professionnels tels que France Emploi ou l'APEC, il n'y a pas un jour où il y a 4 ou 5 propositions d'emploi dans ce domaine de la comptabilité. Absolument. Et donc, nous, on y va dans le sens où, déjà parce que le marché le demande, les jeunes, on les a aussi chez nous, soit en BTS compta ou soit en licence, parce que nous, on va intégrer nos jeunes à partir de la 2e année du DCG. Avec la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bénéfices en fait de la première année. Et c'est surtout, comme je vous disais, de répondre à ce besoin qui indispensable et qui est en pénurie sur le marché localement. Donc, et puis un des objectifs aussi au travers de ces formations, c'est de pouvoir proposer la continuité à nos étudiants, puisqu'un jeune qui par exemple commence sur un BTS MCO peut ensuite passer par une licence MOO, par un master commerce international après. Donc c'est vraiment continuer sur cette même lancée pour nos étudiants, donc proposer une continuité au niveau des formations. Un dernier mot, Stéphane, quels sont les avantages de se former à l'ASFO? Alors, l'avantage, justement, on a parlé de continuité en termes de formation, ce qui est intéressant pour nos jeunes, parce que là, par exemple, avec l'MBA ressources humaines qu'on propose, un étudiant peut commencer en BTS SAM, il peut s'orienter sur une licence GRH, puis sur un MBA RH. Il y a une continuité. C'est ça, il y a une continuité. Il y a une continuité. Un jeune qui rentre en BTS, il peut arriver au bac plus 5 avec l'ASFO sans souci au jour d'aujourd'hui. Voilà, d'autant plus qu'on permet aussi à nos étudiants de voir comment ça se passe à l'étranger. Donc, au travers notamment des voyages d'études qu'on met en place. Là, on a 2 classes actuellement qui sont en déplacement à l'étranger. Donc, la licence MO qui est sur Miami et la licence GRH qui est sur le Canada. Donc, c'est l'opportunité pour nous de permettre aux jeunes de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils voient en cours sur un territoire étranger. Donc, vraiment voir aussi comment ça se passe là-bas et puis réseauter, tisser vraiment un réseau au niveau international pour après pouvoir amener des compétences sur le territoire. Donc ça aussi, c'est vraiment un des fers de lance de l'ASFO. Du coup, l'ASFO se met au sommet de la gamme, là. On y travaille. Bon, ben continuez. Merci. C'est encourageant pour la Guadeloupe de voir. Aujourd'hui, on a 2 aspects totalement différents. Mais finalement, c'est dans la Guadeloupe, c'est le développement de l'arbre à pain, du fruit à pain, avec tout le travail qui est fait depuis plusieurs années par l'association Nouvelle Voie, et puis l'ASFO qui progressivement commence à toucher vraiment du doigt des besoins réels de l'entreprise guadeloupéenne. Et ça, c'est important. Les parents qui nous regardent aujourd'hui, pensez, ces inscriptions, voilà, c'est le dernier mot. Les inscriptions sont ouvertes à l'ASFO. Donc, il vous faut passer par notre site internet. Donc, le site internet, c'est www.formation-asfo-guadeloupe.fr. Vous pouvez aussi nous contacter au 05 90 89 45 56 89 45 56 pour plus d'informations sur nos formations. Ils peuvent aussi venir sur place. Et vous pouvez aussi venir sur place, bien sûr. Tout à fait. Il y avait une journée porte ouverte. Oui, il y a une autre journée porte ouverte qui arrive bientôt, mais on vous l'annoncera. Merci, il est 13h29, c'est la dernière séquence. Tout à l'heure, on va recevoir des musiciens, Pascal Danaé et le groupe Delgrès qui sont en spectacle le 18 et le 19 au MAC. Ils seront tout à l'heure nos invités. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant le groupe de blues rock, le français de Guadeloupe, avec Pascal Danaé et ses amis. C'est Delgrès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en concert demain et après-demain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous étiez en Martinique déjà? Non, on va en Martinique après. Vous allez en Martinique après, on ouvre en Martinique. Avant de venir à vous, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est l'animation pédagogique sur l'inclusion par le sport pour les élèves. Charlie Dagonia était sur place, on regarde son reportage. L'objectif est de sensibiliser la communauté éducative aux pratiques inclusives. L'idée, c'est de pouvoir justement faire participer nos élèves spécifiquement atteints de troubles TSA. Et ce sont des compétences aussi transférables aux autres élèves en situation de handicap.
Donc c'est vraiment donner au fait à nos collègues, à la communauté éducative, des outils et des ressources pour pouvoir accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Alors il faut savoir que c'est très difficile parce que chaque TSA est un cas particulier. Il n'y a pas, comment dirais-je, des comportements types. Donc on peut aller de l'hypersensibilité à l'hyposensibilité pour une même information. Donc il y en a qui sont très kinesthésiques, d'autres qui n'aiment pas qu'on les touche. Donc il y a une adaptation vraiment au cas par cas à faire. Mais on peut comprendre que ce soit difficile pour l'enseignant, mais on peut leur proposer des outils. Voilà. Et puis des observables qui leur permettent d'anticiper les crises, d'anticiper les problèmes pour qu'ils puissent être intégrés dans cette école et que tout le monde puisse travailler en harmonie. Le trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental complexe aussi et qui est multifacette. Donc le diagnostic est reconnu depuis 1996 et pour parler vraiment de TSA, on va retrouver ce qu'on appelle la diade autistique, c'est-à-dire un déficit de la communication et des interactions sociales et des comportements répétitifs ou des intérêts très restreints. C'est une initiative très intéressante parce qu'il y a une forte demande, puisqu'on parle de l'inclusion dans les textes de loi de 2015. Et malheureusement, le personnel enseignant n'est pas formé à l'accueil de ce type de troubles, qui manifestement augmente de jour en jour. Nous avons de plus en plus d'élèves qui ont ce problème de TSA et nous devons les former, les aider à faire cette inclusion en EPS. Mais cette inclusion qui est utilisée en EPS peut se faire également dans les autres disciplines, que ce soit maths, français ou autre. Déjà, on va faire une présentation générale où on va présenter le TSA, le trouble du spectre autistique, et aussi donc les spécificités, pour essayer de faire en sorte que nos équipes en fait puissent comprendre déjà le trouble pour mieux l'appréhender et après donc pratique sur le terrain, donc proposer des ateliers sportifs pour justement montrer comment faire. Voilà, donc expliquer en théorie mais montrer aussi dans la pratique comment faire. Voilà, il est 13h38 avant de parler musique avec Delgrès. Et bien justement, on va faire un petit focus sur un personnage musical, quelqu'un qui a marqué la musique caribéenne. Je vais parler de Gordon Anderson. C'est un chanteur musicien dominicain, leader et fondateur du groupe mythique musical qui s'appelait Exile One, créé en 1973. Il a inventé le rythme cadence calypso qui a révolutionné la musique moderne dans la Caraïbe et même à travers le monde. Exile One est le premier groupe antillais à avoir vendu plus de 60 000 albums. Avec le titre Akiaka, un hommage qu'il avait rendu à la femme qui deviendra un tube mondial. On va écouter un petit extrait de Gordon Anderson et du groupe Exile One. C'est parti, on écoute ça. On travaille pour Exile One, super mythique groupe très intéressant. Bon, alors, blues rock créole, explication. Comment c'est né Delgrès? Delgrès, c'est né de mon besoin personnel. Moi, mes parents étaient guadeloupéens, mon père de Marie-Galante, ma mère de Pointe-à-Pitre. Et moi, je suis né à Argenteuil, en région parisienne. J'ai grandi, voilà. Je suis né là-bas. Mais voilà, ça parlait créole à la maison. Évidemment, ça faisait partie de ma vie, de ma culture. Et un peu plus tard dans ma vie, j'ai eu besoin vraiment de reconnecter avec ces racines-là. Et j'ai mélangé un peu mes influences musicales qui étaient vraiment très très vastes. Il y avait notamment le blues et mon envie de raconter, d'aller puiser un petit peu, notamment dans l'histoire du pays et de faire référence à Louis Delgrès. Pourquoi lui? Parce que la dignité, quelqu'un qui est mort debout, qui a lutté contre l'injustice, une figure vraiment emblématique dont j'avais besoin à titre personnel pour me sentir mieux en tant qu'antillais en France. Et voilà, donc j'ai commencé à faire une chanson, puis deux, puis après on a travaillé avec Baptiste et Ravji pour vraiment créer le groupe Delgrès. Alors, c'est quoi exactement un sous-bassophone? Alors le sous-bassophone ou sousaphone, c'est juste un tuba, donc c'est le plus gros des cuivres qui va remplacer la basse en fait chez les cuivres. Et il a été transformé pour que le son parte devant. Donc c'est un instrument typiquement des fanfares, du carnaval et voilà des musiques de rue. Voilà. Et donc, à Troyes, vous arrivez à faire, parce que j'ai eu l'occasion de voir les concerts à l'Archipel et aux concerts qui s'étaient faits à Trois-Rivières, vous arrivez à bouger les gens vraiment. Alors, comment cette musique est appréciée en France et même au-delà de la France? Parce que, je dis, c'est du blues rock créole, c'est quelque chose d'assez particulier quand même. Je crois qu'on peut dire qu'on a un peu inventé ça, quelque part. Alors, il y a eu évidemment des tentatives, des mélanges de ce type-là, mais c'est vrai que cette formule-là est une formule assez
assez exclusive, assez unique. Et alors on est vraiment très très heureux parce que oui, ça se passe très très bien. On est maintenant au 3e album. Il y a eu un album qui a été nommé aux Victoires de la musique. Il y a eu voilà, le prix l'Académie Charles Cros. Et puis on continue notre bonhomme de chemin. Toujours on expérimente et on avance. Et ce 3e album qui s'appelle donc Promis le ciel est sorti le 16 février et c'est un album qui fonctionne très très bien, qui est très bien accueilli malgré une transformation. Il y a encore du créole dedans. Il y a encore du créole, il y a un peu plus de français. C'est vraiment qui on est aujourd'hui, tous les trois. C'est ici et maintenant. Alors que les autres albums étaient un peu plus dans le passé, ça faisait référence à l'histoire de ma famille, l'histoire de la Guadeloupe. Là, on est plus dans ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'humain, comment on avance. Alors, Baptiste Bondy, vous êtes à la batterie. Lui, il a On commence vraiment par du cas. Et en fait, moi, j'ai été confronté à ce genre de musique avec Delgrès. Avant, je connaissais pas du tout. Je suis toujours assez sensible à la musique caribéenne, mais je connaissais pas non plus beaucoup de choses. C'est vraiment à travers Delgrès que j'ai pu vivre cette musique plus en profondeur. Alors oui, je me souviens du premier titre qui avait marqué quand il était venu ici la première fois, Monsieur Président. On le joue toujours en concert? Oui, absolument. Oui. C'était à quel président il était dédié? C'était un peu tous les présidents, évidemment. Ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que chacun pense à son président à lui. Oui. Mais en vérité, c'était une chanson qui... C'est tous les présidents, toutes les présidentes. C'est tous les hommes politiques, les femmes politiques qui se présentent au suffrage des électeurs et qui parfois... Pas toujours, mais parfois ont un petit peu du mal à se souvenir des promesses. On va écouter un petit extrait du clip qu'on a vu tout à l'heure. Oui, voilà, un extrait. Depuis le début de ce projet. Les Américains, vous connaissez, parce que c'est pas du jazz, c'est pas du rock, c'est pas du blues seulement, c'est un peu de tout ça. Oui, mais ils se reconnaissent dedans. Oui, bien sûr, j'imagine. Voilà, ils se reconnaissent parce qu'il y a des passerelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à créer des passerelles avec tout un tas d'influences. J'ai été ravi, par exemple, la dernière fois que je suis venu en Guadeloupe, d'aller rencontrer des tambouillers, des gens qui sont vraiment des gardiens du temple. Et j'étais ravi qu'ils me disent, tu sais, dans ce que tu fais, on entend le gros cas, on l'entend dedans. Et même dans des choses qui sont assez rock. Donc voilà, les Américains se reconnaissent dedans aussi, ils peuvent tout à fait se laisser aller et voyager avec nous. Alors Pascal, ce qui vous manque ici aujourd'hui, c'est de venir à Terre de Blues. Oui, ça aurait du sens. C'est à Marie-Galante. Oui, à Marie-Galante. Vos parents sont originaires de Marie-Galante et Terre de Blues, c'est un festival aujourd'hui international. On a reçu des Lorraine Hill, Ziggy Marley, enfin, etc. Tout à fait. Un jour venir à Terre de Blues. Ce sera avec plaisir. Je sais que ça a déjà été discuté les dernières années. Et parfois, c'était un peu compliqué au niveau de l'emploi du temps. Nous, on était aux États-Unis. Mais en tout cas, nous, on serait ravis, effectivement, d'y aller. Puis pour moi, ce serait un symbole énorme. Oui. Alors, autre chose, ce qui est particulier avec votre musique, c'est que vous êtes trois. Et vous faites autant de bruit, entre guillemets. Comment ça se passe quand vous préparez un album ou un concert avec trois musiciens? C'est incroyable, ça. C'est vrai que déjà on se trouve bien, on se connaît bien, on a une très très bonne osmose entre nous. Et déjà il y a le sousaphone qui prend une grande place déjà physiquement et dans la musique, dans le spectre musical, donc déjà ça prend un peu de place. Moi je fais comme de la batterie, donc pareil, j'essaye d'être voilà, le plus entendable possible et simple. Et Pascal qui est là avec sa guitare et la voix un peu par-dessus. Donc c'est vrai que déjà nous trois, rien quand on joue que tous les trois, il y a vraiment un son et une ampleur qui arrive. Pour les albums, c'est ça plus des arrangements qu'on prépare en studio, voilà. Donc mais le gros du son de Delgrès, on le fait vraiment à trois. Voilà, c'est extraordinaire. Hein. C'est vrai. Quand on vous voit comme ça, on dit trois musiciens. Bon, on va dire c'est une petite musique, mais c'est vraiment un gros truc même, une grosse machine. Merci. Non, c'est vrai. Et c'est de la qualité, on pense aussi. Et c'est une musique... Alors, comment ça se passe la composition? Ça part d'où? Alors, très souvent, comme on a beaucoup joué sur scène, ça part souvent du moment où on fait la balance. On est sur scène, les instruments sont branchés, on est ensemble, on se sent bien. Et il y en a un qui lance une idée, le deuxième réagit, le troisième réagit. Et à partir de cette idée-là, de ce qui se passe, moi, très souvent, j'ai une mélodie qui arrive. Avec la mélodie arrive un mot, deux mots, et comme ça le texte commence à arriver petit à petit. Parce qu'avant Delgrès, vous jouiez déjà de la musique un peu partout. Qu'est-ce qui vous a influencé au départ?
Oh, beaucoup de choses. Vous avez été en Angleterre, je crois. Oui, j'ai vécu à Londres pendant à peu près 7 ans. J'ai voyagé, mais je crois que vraiment les choses qui m'ont influencé dès le départ, c'était tout ce qu'il y avait à la maison. On écoutait tout un tas de musique. Évidemment, il y avait du compas, c'est pour ça qu'on parlait de Gordon Anderson, ça faisait partie de la musique avec laquelle j'ai grandi, mais il y avait aussi Celia Cruz, la salsa, il y avait toute la musique africaine, tout ça. J'avais des sœurs qui écoutaient du rhythm and blues, qui écoutaient James Brown, un parrain qui écoutait du rock. Enfin bref, voilà, donc toutes ces choses-là, ça fait une espèce de chaudron là, dans lequel on mélange les choses. Et après, à titre personnel, quand je vais vraiment au fond de moi, il y a des choses qui me touchent un peu plus profondément, des moments où j'ai envie de voyager. Par exemple, j'écoute beaucoup de musique folk américaine. Oui. Ça m'aide. Il y a beaucoup de gens qui font du soubassphone. Alors, il y a beaucoup de gens qui en font dans le milieu du vieux jazz, Dixieland, New Orleans, et dans les fanfares funk, dans les carnavals. Donc, dans le sud-ouest, il y a beaucoup de bandas. Donc, à chaque fois, il y a un ou plusieurs sousaphones. Il y en a même dans les musiques antillaises. Moi-même, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Caribop, où on fait de la biguine. Traditionnel, traditionnel avec Marc qui fait à la fois ambianceur et suivant les moments qui peut faire aussi commandeur, c'est-à-dire que ça part en balle et donc il y a quelqu'un qui va distribuer les rôles, faire danser les gens, les farandoles, les rondes, etc. Et donc le sousaphone fait partie de ce trio Caribop. D'accord. Donc je fais des basses avec. Une dernière chose, cette musique que vous faites, bon, vous l'avez créée, j'ai dit ça, c'est du blues rock, etc. Un jour vous ferez un peu de musique antillaise. Caribéenne, vraiment caribéenne. Ça vous est arrivé déjà d'en faire? J'en fais. Oui. Sur quel rythme vous en faites? C'est des Grèces. Ah bon, pour vous, c'est de la musique caribéenne aussi. Il n'est pas mauvais, ça. Bah oui, c'est de la musique caribéenne. Oui. Parce qu'en fait, la richesse de la Caraïbe, c'est justement cette diversité. Oui, c'est vrai. Et qu'on n'a pas encore exploité toutes les possibilités, même de mélange. Ouais. Voilà. Et qu'il y a toujours des enfants des Antilles qui sont là, il y en a un qui vit à New York, il y en a un qui vit à l'autre bout du monde. Mais les racines, elles sont toujours là. Et du moment qu'on va les chercher, qu'on va puiser dedans, on va pouvoir les utiliser et mettre sa propre couleur dedans pour faire en fait grandir cette musique. Donc en fait, la musique caribéenne, on n'en connaît qu'une toute petite partie, tout est encore à créer. Oui. Et donc je pense qu'aujourd'hui, je fais une musique extrêmement caribéenne, parce que justement, elle représente la richesse, une espèce de mélange qui est à la disposition de chacun. Mais vous arrivez à mettre quelques petites gouttes de zouk dans votre musique? Ah, alors, c'est vrai, vous marquez un point. Parce qu'effectivement, dans le dernier album, on a fait vraiment un hommage à la rythmique zouk sur une chanson qui s'appelle « Pourquoi ce monde ?» Voilà, qui est vraiment quelque chose de plus zouk. Ok, ben rendez-vous demain soir au MAC et demain vendredi. Oui. Et quand à Margarante, quel lapsus? Ce sera en Martinique. Samedi en Martinique, oui. Pardon. Ouais. Et ce sera à l'Atrium. Et la prochaine fois, on vous verra sur la Terre de Blues. Hein. On prend le pari. On espère, on croise les doigts. Voilà. Oui, il partit comme ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Le 18 et le 19. Voilà, c'est la fin du ZCL. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Pascal, Monsieur Pierre Plaisance pour son double album, j'ai envie de dire, le gros bouquin sur les abîmes, très intéressant, livre historique. Ensuite, on a reçu Nicole Véripla, avec qui on a parlé du fruit à pain. Est-ce qu'on mange du fruit à pain? Ah oui. Ouais. Pour faire monsieur manger un fruit à pain, ça c'est très bon. Stéphane Choureau est venu tout à l'heure nous parler des nouvelles formations de l'ASFO. Et puis on termine pratiquement en musique avec Baptiste Blondy, Pascal Danaï, Ravigui, qui nous donne rendez-vous au MAC 18-19. Ici on a l'information. Mais ce matin, je vous dis, c'est un petit peu bloqué sur les routes pour le problème de la canne. Le séminaire numérique continue. Vous savez où? Au Fort d'Elgrès. Pendant 2 jours. Ça tombe bien. C'est au Fort d'Elgrès depuis hier. Depuis ce matin jusqu'à demain, il y a un séminaire sur le numérique. La convention de partenariat, le CMA-ROL en a parlé aussi. Et l'animation pédagogique sur l'inclusion dans le sport des élèves. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Rendez-vous demain à la même heure, 12h30 pour le nouveau ZCL. Voilà, c'est fini. Ciao, bye bye. Merci. Merci.